vous reçoit pour parler du livre de Philippe Toulouse qui s'intitule Les Invisibles. Excellent livre. Je vous le montre, un excellent bouquin. Merci. On est très content de te recevoir. Ce livre est passé par un certain Philippe Pasco qu'on ne présente plus, qu'on a déjà reçu à de nombreuses reprises, mais nous t'attendons depuis 2 ans maintenant parce qu'il faut dire que le livre est mal sorti. Il est sorti en pleine pandémie et il n'a pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir malheureusement. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émotion. Est-ce que tu peux te présenter succinctement aux auditeurs pour qu'ils puissent un peu te situer? Bon, Philippe Toulouse, et en fait, je suis éducateur spécialisé de métier. J'ai fait ce métier pendant plus de 20 ans à peu près. Alors, c'était plus qu'un métier en fait, c'était une passion. Hein. C'était vraiment un métier qui me passionnait en fait. Tu y es venu comment? En fait. Un peu par hasard ou non, pas du tout. Non, c'est quelque chose qui avait mûri dans ma tête. Et on va dire qu'un artiste qui m'avait quand même sensibilisé sur la question des sans-abri à l'époque, c'était Coluche, hein, qui m'avait sensibilisé sur cette question-là. Et puis après, j'ai eu envie de m'occuper des sans-abri en fait. Et j'ai voulu être éducateur spécialisé, mais vraiment sur la question des personnes à la rue. Et comme sur Dunkerque, il n'y avait pas grand-chose qui existait au niveau des institutionnels à l'époque, je me suis dit, il y a tout à créer en fait. Il faut partir d'une page blanche pour venir en aide aux gens qui sont à la rue dans ma ville, à Dunkerque. Et en plus, il y avait beaucoup de pertes d'emploi. Notamment, je pense au chantier de France, hein, c'était un chantier naval sur le Dunkerquois. Il y avait 4, 5, 6 000 pertes d'emploi. Et à l'époque, moi je suis issu d'une famille de marins en fait. Hein. Mon père était marin, mon frère, mon arrière-grand-père, enfin ils étaient tous marins, sauf moi. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le travail un peu d'aller au-devant des gens dans la rue, je m'apercevais qu'en fait beaucoup avaient travaillé dans ce chantier de France en fait. Et s'étaient retrouvés des années plus tard à la rue quoi. Et donc ça m'a sensibilisé et j'ai dit bon allez, il faut que je fasse éducateur spécialisé et que je m'occupe des gens à la rue dans ma vie. Et tu t'es lancé? Et je me suis lancé. Quand on te lit, on comprend qu'il va y avoir quelque chose au bout d'un moment qui va, comme un déclencheur, c'est-à-dire que tu expliques que tu maraudes, tu essayes de créer du lien auprès de ces gens qui sont, d'ailleurs tu le dis très bien, qui sont invisibles. Et juste pour parler de moi vite fait, j'ai maraudé à Paris et c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir les gens à qui on donnait à manger et à qui on s'adressait se faire enjamber sans même être regardés, ce qui est vraiment très dérangeant, encore plus en 2022 où on te parle sans cesse de bienveillance, de générosité, de ce genre de choses et on se rend compte qu'on est complètement à la ramasse mais sur toute la ligne et toi en fait on se rend compte que tu travailles déjà depuis plusieurs années et puis au bout d'un moment il va y avoir un déclic et les choses vont prendre une ampleur qui va un peu pas t'échapper au fil du temps mais qui va peut-être, je pense, te faire prendre conscience que en fait, tu n'avais pas les libertés ou toute la latitude pour faire réellement ce qu'on te demandait de faire, c'est-à-dire ton job et de sortir les gens de la rue. Ouais, tout à fait. Au départ, moi, je commence ce métier entre guillemets un peu naïvement, quoi. C'est-à-dire, déjà, il y a la question, l'approche des personnes à la rue. J'apprends. Parler à quelqu'un qui vit dans la rue depuis 10 ans et quelqu'un qui est à la rue depuis un jour, c'est pas du tout la même chose. Hein. L'approche n'est pas pareille. Il y a une désocialisation plus profonde avec les gens qui vivent la rue depuis très longtemps, hein, donc une approche particulière. Et en fait, donc moi je suis arrivé un petit peu naïvement, avec mon cœur, j'ai essayé de sortir les gens de la rue. Donc très rapidement j'ai interpellé quand même, parce que très rapidement j'ai vu la réalité de la rue, qui est des gens qui meurent dans la rue. Parce que quand je parle des invisibles, bien sûr les gens qui vivent la rue, mais aussi ceux qui meurent dans la rue, hein, puisque la plupart des gens qui meurent dans la rue, c'est aussi dans l'invisibilité la plus totale, et je m'en suis aperçu dans ma pratique de terrain en fait. Hein. À l'époque, sur le Dunkerquois, ils étaient enterrés dans des fosses communes. Tu parles de la fosse commune, tout à fait. Donc ça m'a choqué en fait. Hein. Je les ai vus enterrés dans des fosses communes, sans sépulture, pas d'inscription, rien. Comme des chiens. Comme des chiens, dans l'invisibilité. Donc ils vivaient dans l'invisibilité, ils meurent dans l'invisibilité. Et donc très rapidement, j'ai interpellé quand même en dehors de mon association en fait. J'interpellais un peu les directeurs qui m'entouraient, mais bon, ça bougeait pas. C'est ça, il n'y avait pas d'écho. Il n'y avait pas beaucoup de réactions, donc bon, j'ai interpellé beaucoup sur le côté médiatique en fait. Et c'est ça, je te coupe, ouais, parce que tu commences justement à raconter comment tu viens à interpeller ces gens-là.
Il va y avoir donc cette fameuse journée où tu vas croiser le maire, les personnes, les dirigeants de cette association. Tu vas essayer de dire les choses avec le cœur, mais surtout de dire ce qu'il faudrait faire. Et là, tu te rends compte qu'on te sourit, mais c'est un sourire de façade qui est très très gêné. Qu'en fait, les gens autour de toi qui travaillent avec toi, tout compte fait, ne te soutiennent pas parce qu'ils commencent à comprendre que ça se sentirait peut-être un peu trop mauvais. Ça devient dangereux quoi pour eux. C'est ça devient dangereux et là tu réalises que la mission va être plus ardue que ce que tu pensais. Ah, tout à fait. Et tu commences à te demander comment je peux faire moi pour faire en sorte que ce qu'on est censé donner à ces gens-là, le travail que je suis censé faire au sein de mon association, puisqu'en plus tu expliques bien qu'elle a pignon sur rue, qu'elle touche des subventions depuis déjà des années et des années, donc c'est quelque chose de bien établi. Malgré tout ça, rien ne se passe, les choses empirent. Quelle va être cette idée que tu vas avoir un beau matin pour dire merde, il faut vraiment y aller, il faut que je fasse quelque chose? En fait, moi, la goutte d'eau, c'est les décès à la rue, en fait. Hein, moi, c'est dans mon parcours d'éducateur spécialisé, j'ai vu à peu près 70 personnes mourir dans la rue, ce qui est énorme. Donc, tu vas les reconnaître à la mort. Ensuite, la police m'interpellait souvent parce que j'avais opinion sur rue au niveau du Dunkerquois sur la question des gens à la rue. Donc, la police m'appelait pour identifier des corps, etc. Donc, des fois, je reconnaissais les personnes que je côtoyais à la rue. Donc, se transforme une forme une passion, mais une passion qui se transforme en colère en fait. Parce que je sais par mon expérience professionnelle, hein, je continue à apprendre, je continue à me former, je continue à analyser, je sais que par mon expérience professionnelle qu'il y a largement moyen de répondre à cette injustice en fait. Je dis pas qu'il y aura plus de personnes qui vont mourir à la rue, mais je dis qu'on peut éviter. Qu'il y a des choses à faire. On peut éviter des morts, il y a des choses à faire. Et je pense que j'avais des projets en tête, et notamment un qui était important pour moi, c'était créer une maison pour des anciens sans-abri, mais pas forcément anciens par l'âge, mais plutôt par les années de rue, parce que c'est plutôt les gens qui vivent la rue depuis très longtemps, qui sont le plus désocialisés, qui sont éloignés de tout, qu'il fallait innover et créer des structures pour au moins les mettre à l'abri, mais surtout y vivre jusqu'au moment où ils meurent. C'est ça, parce que tu expliques que c'est les personnes, tout compte fait, qui sont le plus difficiles à convaincre parce qu'elles sont justement tellement très désocialisées. En fait, c'est le paradoxe du métier, c'est qu'avec les personnes qui vivent, on va dire, en état de clochardisation, hein, c'est un processus qui se met en place. Tout à fait, c'est ce que tu expliques. En fait, le paradoxe, c'est qu'on a des situations d'urgence, mais il faut prendre son temps en fait. Et le temps, il faut le prendre dans le lien social, la relation. Psychologue. Exactement. Et en fait, donner un logement à ces gens-là tout de suite du jour au lendemain, ça ne va pas servir à grand-chose en fait. Parce qu'ils ont créé une transformation dans leur état d'esprit qui fait qu'ils vivent la rue comme leur seule et unique existence, et que forcément il y a tout un travail à faire au niveau de la resocialisation qui est très très important, très long, mais c'est ce qui va permettre vraiment de sortir la personne de la rue avec des structures adaptées à leurs conditions de vie. Et donc moi j'avais ce projet-là en tête, les morts dans la rue j'en pouvais plus en fait, et donc j'interpellais beaucoup le maire de la ville. Et le maire de la ville, c'était le plus grand cumulard de France, hein. Il cumulait 27 mandats. Un ancien ministre. 46 mandats pour Philippe, tu vois, moi j'en ai une seule. Enfin, il avait le titre de champion de France du plus grand cumul de mandats. Ancien ministre sous François Mitterrand, enfin, grosse personnalité du Parti Socialiste, un mammouth comme ils disent. Et donc je m'attaquais quand même à quelqu'un qui avait mis un système en place dans la ville. Tout passait par lui en fait, hein, c'était vraiment la personne qui gérait tout. Donc quand je dis tout, c'est tout. Hein. Et le monde sans lui. Rien ne se fait sans lui, le monde associatif également, le monde de l'action sociale également. Donc moi mes interpellations elles étaient médiatiques, forcément ça commençait à déranger. Parler des morts dans la rue, dans sa ville, je me suis aperçu que ça dérange en fait énormément. Tout à fait, puisqu'en plus, sans faire de politique, il était en carte TPS. Ah il était au Parti Socialiste. Hein, non, c'est pas une honte non plus. Non, non, bien sûr. Mais... Après c'était un homme politique avec un gros charisme hein, et très, très intelligent, hein, je sous-estimais pas. Mais tu le décris plutôt bien. Ouais, c'était pas... voilà, mais bon c'était quelqu'un qui était très, je dirais comme d'autres, hein, parce que malheureusement le système a perduré sur Dunkerque, même après. Donc c'est qu'en fait, un pouvoir recentré sur lui en fait, et déjà tout doit passer par lui. Alors forcément, comme le, entre guillemets, petit éducateur spécialisé, qui commence quand même à avoir une certaine notoriété dans la ville, de plus en plus, parce qu'on m'invite à droite à gauche sur des plateaux télé,
Je me souviens d'un événement que j'écris dans mon livre. Je suis invité sur la chaîne LCI et je suis en face à face avec une ministre qui veut m'intégrer au comité national de l'exclusion. Et c'est comme ça que finalement vient l'idée. Travailler sur un rapport. Exactement, sur le comité national de lutte contre l'exclusion. Et c'est comme ça que vient aussi l'idée de projets de pension de famille, de maison relais, etc. Donc forcément, une notoriété qui commence à grandir, ça commence à déranger énormément le maire. Et je m'aperçois qu'en fait, la question des sans-abri, elle dérange beaucoup dans ma ville. Gérer la misère, c'est bien. La combattre, c'est plus possible. C'est autre chose. Voilà. Et surtout, là, c'est comme ça qu'est venu avec le temps l'expérience, c'est que ça dérange de plus en plus mes dirigeants. Alors là, dans un premier temps, je ne comprenais pas. Bah oui, ils ne sont pas censés te déranger, en fait, ils sont censés te soutenir. J'ai compris qu'ils avaient qu'une indépendance de façade et des menottes partout, puisque en fait, l'association du président au conseil d'administration, c'était uniquement les amis, entre guillemets, politiques ou amis de loges franc-maçonniques, hein, puisque vous savez que la ville de Dunkerque est l'une des villes les plus franc-maçonnes de France. J'ai rien contre la franc-maçonnerie, je le dis dans mon livre. Oui, mais ça peut être très respectable, sauf que le problème c'est que dans notre ville c'est devenu des loges plutôt affairistes, hein, d'intérêt et non plus philosophiques. Donc, et on le voit au travers de mon histoire, c'est qu'en fait le conseil d'administration, le président de cette association de l'action sociale, je dirais il n'y a pas que la mienne, hein, ça a aussi permis de faire éclater un système, comment fonctionnaient les associations à coup de subventions publiques dans l'action sociale. On s'aperçoit que le monde politique installe ses amis. Et tout est fait pour capter les subventions. Et tout est fait pour capter les subventions et monopoliser au maximum le pouvoir de l'action sociale. Donc toi, en fait, tu vas commencer donc à chercher une façon de passer au-delà et tu vas penser à Danny Boone. Parce que tu te dis pourquoi pas, c'est un gars du Nord, il est connu, il fait rire. Et un jour tu y vas un peu au culot, tu lui proposes ton projet après un de ses spectacles dans sa loge, vous discutez un moment, puis tout contraire il est partant. Parce qu'il ne comprend pas lui-même comment dans cette ville-là ça peut être... c'est possible quoi, c'est ça, que rien ne se passe. Et vous allez décider de faire un petit bout de chemin ensemble. 10 ans. 10 ans. Et lui va être le parrain de ces maisons relais. De la maison relais à Dunkerque. Maison relais. Et c'est une histoire assez incroyable. Et dans mon périple de lanceur d'alerte, parce que là je suis éducateur spécialisé, mais après je vais devenir un lanceur d'alerte quand je vais dénoncer la corruption. Tout à fait. Mais en fait, même si quelque part je lançais déjà des alertes. Hein, oui, parce que tu disais déjà beaucoup de choses. Les gens qui est en train de mourir dans nos rues, forcément, c'est des alertes. Donc finalement, être lanceur d'alerte, c'est quelque chose qu'on a en soi. Dès qu'on voit une injustice, on ne l'accepte pas, en fait, tout simplement. Et on décide d'y aller, quels que soient les obstacles. C'est ce que j'ai fait avec les gens dans la rue. Et avec Danny Boone, en fait, il n'était pas très connu à l'époque. Et il était connu dans le Nord, mais pas plus. Et en fait, c'est une histoire, une belle rencontre, en fait. Et en fait... il a eu le déclic aussi de dire bon allez, on va créer cette maison. Il a été sensible à la question des gens à la rue. Il a quand même pas donné que son nom. Il a invité des gens dans la rue plusieurs fois, notamment à l'Olympia. Il a donné de l'argent, il a donné de son temps, il a donné de sa notoriété, il m'a ouvert des portes pour les médias. Tu parles d'argent, mais je le précise parce que c'est quand même c'est assez rare et puis les montants sont quand même assez importants. Je crois que sur le film, il vous a donné 250 000 euros. Ouais, c'est ça. De Bienvenue sur les DVD, les produits dérivés, tout à fait, de Bienvenue chez les Ch'tis. Et il avait remporté, je crois, 75 000 euros dans un jeu TF1. Voilà, tout à fait, mais mine de rien, c'est toujours bon à prendre. Ouais, tout à fait, non, mais quand les subventions tombent, mais qu'on les voit jamais arriver. Et ce qui est pas mal en fait, c'est qu'avec le temps en fait, puisqu'on a mis 10 ans, donc on a appris à se connaître en fait. Et on a appris à se connaître en tant qu'homme. Et avec le temps en fait, je me suis aperçu que plus le temps passait, plus quand même il avait donné de cette notoriété, il avait envie que ce projet se réalise, quoi. Alors forcément, au niveau politique, on va toujours revenir au même débat, c'est que malgré la notoriété d'Danny Boone, pourquoi j'ai été le chercher ? Parce que j'avais pas d'aide dans ma propre ville. C'est ça. Je me suis dit pourquoi pas un artiste, une notoriété. Et forcément, ça a encore dérangé, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ça plaît pas. Et ça donc, plaît pas. D'ailleurs, excuse-moi, je regarde mes notes, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire. On te met des pressions, on t'interdit de marauder, ça c'est en juillet 2008. On me retire carrément mes actions de maraude. C'est ça. On te retire ta voiture de service. On me retire tout. Bref, tu ne peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Mais ça continue. En septembre 2008, il y a le président de l'association change, mais alors là.
le pompon, il réintègre l'ancien président au sein même de l'association. Ouais, en fait, c'est le cercle d'amis, quoi. Ça se reproduit inlassablement. On reste dans le même petit microcosme. Copain-coquin. C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'entre-soi, c'est la petite caste dunkerquoise et les notables qui se partagent le pouvoir dans cette association, mais avec le temps dans les autres aussi. Et comme on est devenu un peu l'emblème des dérives d'un système dans cette association, en sachant qu'en 2008, et le président qui arrive dans l'association, c'est l'adjoint au maire du budget de la ville de Dunkerque, de notre maire qui est super cumulable. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Moi, avec le temps, j'ai pris de l'âge, mais j'ai pris aussi de l'expérience et de la notoriété. Mais justement, sur ce coup-là, quand justement ce président est réintégré, tu es le seul à réagir. Enfin, personne autour de toi n'est choqué de ce qui se passe? Ou est-ce que tu sais qu'ils le sont tout autant, mais que décidément, ils sont vraiment trop lâches pour parler, et que tu vas vraiment y aller tout seul jusqu'au bout, quoi. Mais il y a plusieurs éléments. Je dirais que c'est un peu comme dans la société d'aujourd'hui. Les gens, ils s'intéressent pas assez, ils sont pas assez curieux. Et puis c'est pas facile. Et c'est pas facile d'oser. Oui, t'es bien placé pour parler aussi, parce que c'est vrai que dès qu'on essaye de parler, de dire ce qui va pas. Des gens comme Philippe, on les compte sur les doigts d'une main parce que c'est difficile, parce que tu as ton travail, parce que tu as tes factures, parce que tu as ton crédit, parce que le pouvoir fait peur. Parce que quand le pouvoir a parlé, tu penses souvent qu'il a raison. Donc je dis, c'est pas facile d'être courageux. Et heureusement qu'il y a des gens comme Philippe pour essayer de faire bouger le curseur de la normalité obligée. Normalité obligée, c'est ce que eux veulent que l'on fasse. Qu'on reste dans le cadre, de façon à ce qu'ils puissent continuer. J'aime bien cette image. Qu'ils puissent continuer à bénéficier des avantages qu'ils se sont créés. Parce qu'en fin de compte, l'aide sociale que Philippe dénonce, il est dans le vrai, c'est très déculpabilisant pour ces gens-là. Mais c'est seulement déculpabilisant. Oui, c'est vrai, ils se payent une bonne image. C'est pas pour ça que c'est efficace. Et ils veulent pas que ce soit efficace. Ils veulent juste que ça soit déculpabilisant. J'ai fait ce qu'il fallait faire, même si ça se voit pas, même si on voit pas, etc. L'important, c'est que ça fasse pas de vague. Et là où Philippe, moi j'admire ce qu'il a fait, c'est de dénoncer l'injustice. Un type qui meurt dans la rue, dans l'indifférence générale, nous sommes en 2022, en 2020 c'est anormal, en 2008 c'est anormal. Mais pour ces gens-là, c'est normal puisqu'ils faisaient ce qu'il fallait. Et puis en France, on le voit, donc je disais, c'est aujourd'hui, malheureusement des gens meurent toujours dans la rue, mais on le voit, le monde associatif, il est frileux aujourd'hui. On l'entend pas beaucoup interpeller. Alors je crois que j'ai un mec qui, je me rappelle jamais son nom, ça commence par un M. Putain, ça m'a. Il n'a pas déclaré qu'il voulait plus un seul SDF. Personne dans la rue, c'est ça. Macron, j'oublie son nom. Il y a eu lui, c'est vrai, il n'y aura plus de SDF. Il y a eu François Hollande aussi. Il y a eu Sarkozy aussi. Bref, tous les mêmes. Tous les mêmes, tous avoir le même discours. Mais en tout cas, moi, ce que je me suis aperçu, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que quand on explique qu'il y a des gens qui meurent, parce que la première fois que j'ai interpellé le maire de la ville, il y avait quand même une personne de la rue qui venait de décéder et on n'en parlait pas dans la ville. Donc je l'ai interpellé dans un de ses meetings devant les militants. Donc, et là ça plaît encore moins. Là ça plaît moins, mais à un moment donné il fallait bien exposer les faits dans la ville. Et pour moi, dans ma tête, à l'époque, pour moi c'était le rôle d'une association de le faire. Et puis encore plus de quelqu'un de terrain, c'est de remonter justement tout ce que tu observes. Et toi, avec le temps, je me suis aperçu en fait que les associations, en tout cas dans la ville, et je pense qu'il n'y a pas qu'à Dunkerque que ça se passe, elles sont tout simplement menottées par le pouvoir politique. Et en fait, les finances publiques, elles viennent de où? La plupart des associations de l'action sociale, elles sont financées par qui? La plupart. 90% des financements, si on parle de la protection de l'enfance par exemple, c'est subventions publiques département. C'est les conseils généraux? C'est les conseils départementaux, les renseignements conseils généraux. On va regarder qui est le président du département, ça sera l'ami du président de l'association, je ne sais pas laquelle, et puis ils vont se partager les subventions, ils vont donner plus aux copains, ils vont donner moins à lui qui est pour un copain, etc. Ça se passe comme ça en fait la réalité. La réalité c'est ça. Et les conseils d'administration qui sont peu transparents, ils ne sont même pas ouverts aux citoyens, je trouve ça anormal. Normalement, c'est de l'argent public, ça devrait être ouvert aux gens pour savoir ce qu'on fait de notre argent et de nos impôts. Oui, puis il est censé y avoir des comptes rendus en plus de normalement, ces réunions. Là, les conseils d'administration, c'est chapeauté, c'est l'entre-soi, c'est des gens qui ont des amis communs, qui ont les mêmes
carnet d'adresse, les mêmes rendez-vous, les mêmes connaissances politiques. Puis les mêmes intérêts. C'est hyper noyauté et comme je rejoins Philippe, c'est vrai, ça fait bien sur une carte de visite d'être président d'une association de la protection de l'enfance, des personnes sans abri. Sauf que avec le temps, j'ai vu que finalement l'action sociale, je retiendrai une phrase d'une dame dans la police qui m'avait dit parfois il vaut mieux être président d'une association à coup de subvention publique que d'aller faire un braquage à la banque. C'est nettement moins dangereux. Et c'est plus rentable. Et c'est plus rentable. Et en fait, effectivement, quand on voit avec le scandale que j'ai mis en avant et j'ai vu l'argent qui était détourné, effectivement, ça a confirmé ce que pouvait dire la dame de la police. Parce que, alors je reviens donc en septembre 2008, donc l'ancien président y est réintégré, mais ça continue. Il faut faire de l'argent, donc il faut remplir les structures. Donc là, l'idée, c'est d'y mettre des enfants. Parce qu'après tout, plus il y aura d'enfants, plus il y aura de subventions. Ils veulent réorganiser aussi les structures. Et là, dès le début, c'est la débandade. C'est-à-dire que dépression, arrêt maladie, burn-out, les structures qui se dégradent, enfin, vraiment rien ne va. Ça explose. C'est ça. Tu t'expliques que la hiérarchie devient un véritable millefeuille, que c'est difficile en plus d'expliquer ce qui se passe. C'est un bordel sans nom. Ouais, en fait, je pense que la stratégie, c'était quand ils ont changé de président dans l'association, qui était donc affilié au maire de la ville. Je pense que la stratégie, c'était de faire mourir l'association, de la faire diminuer, pour la transférer, la fusionner, parce que le monde de l'action sociale aujourd'hui, c'est ça, c'est des fusions-absorptions entre associations. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de petites associations dans l'action sociale, je parle, qui est très professionnelle. C'est vraiment, il y a de moins en moins de petites associations et on fait tout pour qu'il y ait des mastodontes associatifs. En fait, grosse association, un président et une méga subvention publique. C'est ça, et plus on centralise, effectivement, plus on centralise difficile de faire des choses ou d'avoir les Et l'association où j'étais, en fait, la stratégie, c'était donc de la détruire petit à petit pour la fusionner avec l'association dont le maire de la ville était président. Lui, la plus grosse association de l'action sociale, pratiquement du nord de la France. Voilà, et là on passe un second cap, tu commences à recevoir clairement des menaces. De toute façon, là, je reçois des menaces quand il y a un fait quand même important qui arrive. Moi, mon histoire, c'est en fait, je suis éducateur spécialisé, je fais des alertes pour les sans-abri, j'interpelle, j'ai une notoriété qui grandit et ça dérange le politique. Ensuite, on s'attaque à mon outil de travail qui est l'association. Ça reste quand même mon outil de travail. Et en fait, la stratégie, c'est toujours dans cette folie mégalomaniaque du maire de la ville de tout centraliser sur lui, de réduire l'association où je travaille. En plus, je l'interpellais, donc si je pouvais ne plus exister, ça aurait été mieux. Ça aurait été pas mal. Pour la transférer dans sa méga association. Et en fait, l'autre événement, donc une restructuration qui se passe très très mal en fait. Des conditions d'accueil des enfants dans les maisons d'enfants qui sont catastrophiques, des conditions de travail des salariés qui sont déplorables, à tel point que malgré les alertes, puisqu'à l'époque j'étais délégué syndical également, malgré les alertes qui ne sont pas entendues, malheureusement il y a un salarié qui va se suicider violemment. On le retrouve pendu d'ailleurs. Pendu dans le centre-ville de Dunkerque. Donc c'était très violent et ça a été... Oui, parce que c'était un de tes collègues, c'était un collègue de travail. Assez proche. Quand il y a cette restructuration et qu'ils décident d'y mettre des enfants, justement, les enfants que cette structure est censée accueillir sont des enfants qui ont été retirés de la garde parentale, ce sont des enfants... Oui, c'est des enfants sous l'article 375 du Code civil. Donc c'est-à-dire protection de l'enfance liée à des enfants qui ont un divorce qui s'est mal passé, de la maltraitance, voilà, c'est tout ce qui est article 375 Code civil, mais aussi on en a de l'ordonnance 45, justice. D'accord. Donc les jeunes délinquants. Mais le but, alors ça c'est pas unique, c'est une politique qui est faite encore, qui s'accélère encore aujourd'hui. Et c'est un peu comme l'hôpital. C'est-à-dire que plus l'hôpital va faire du taux à l'activité, plus ils auront des subventions. Et c'est la rentabilité en fait qui se met en place. Dans l'action sociale, c'est la même chose. Donc les enfants commencent à devenir des marchandises, puisqu'il faut 98% de taux d'activité pour espérer avoir des subventions. Voilà, et espérer que l'association continue à exister. Donc en même temps, il faut faire des réductions budgétaires. Donc ils réduisent sur toujours la même chose, sur les conditions de travail des salariés, sur l'accueil des enfants. Il y a des enfants qui dormaient à même le sol sur des matelas, pour vous donner une idée quand même. Mais ce que tu dis m'interpelle beaucoup, excuse-moi, mais
Ton livre, en fait, en plus, aujourd'hui, fait écho au livre qui est sorti, qui parle des EHPAD. Ouais, c'est exactement pareil, c'est le même système. Et quand tu parles des enfants, ça m'interpelle énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui, surtout depuis quelques années, on insiste auprès du grand public. On demande aux gens de faire des signalements en cas de doute de maltraitance, ce genre de choses. Et moi-même, aujourd'hui, j'ai le doute sur une famille qui n'habite pas très loin de chez moi. Mais je n'ose pas faire ce signalement parce que j'ai vu tellement de choses sur la façon dont sont accueillis ces enfants que justement, je me dis, est-ce que je ne vais pas retirer un enfant d'un lieu qui n'est pas, certes, pas génial, mais pour le mettre dans quelque chose qui, au final, va être bien pire. Alors aussi aujourd'hui que tous les centres d'accueil pour enfants ne sont pas comme ça, bien sûr, mais qu'il y a la prostitution, le vol, la violence. Ça fait aussi écho, ton bouquin, à ce qui s'est passé dans les EHPAD. C'est-à-dire qu'on y met les gens, c'est des mouroirs, on ne s'occupe pas d'eux. C'est la rentabilité. C'est la rentabilité, voilà, à tout prix. L'action sociale est demeurant, il faut que ce soit rentable. Mais en fait, le but, c'est que, je vous dis, c'est un peu comme les maisons de retraite, les hôpitaux. On crée des mastodontes, des subventions publiques centralisées, et puis surtout la rentabilité. Il faut que ce soit rentable. Donc les enfants, ça devient des marchandises. Les usagers dont on accompagne deviennent des marchandises. On parle que du sacro-saint taux d'activité et on en oublie le sens même de notre travail qui est du travail d'éducateur, qui est l'aspect pédagogique et éducatif. On oublie complètement le service public partout. Carrément. Il n'y a plus de service public dans l'hôpital, il faut que ce soit privé. Il n'y a plus de service public dans l'enfance, il faut que ce soit privé. Dans l'école, c'est pareil, on est en train de transformer l'école publique en des écoles privées. Parce que, Philippe le dit très bien, il doit y avoir partout une notion de rentabilité. Or, par définition, un service public, c'est pas fait pour être rentable. C'est fait pour être utile. Mais ça, c'est plus dans la notion de nos dirigeants, c'est plus dans la notion de tas de gens. Donc, uniquement du profit. Et ça s'est accéléré, enfin moi je l'ai vu dans l'action sociale depuis 2007, quand Nicolas Sarkozy a mis en place la fameuse RGPP, la réforme générale des politiques publiques. Ça a touché l'action sociale et en fait il y a eu l'ouverture de la mise en concurrence des associations. Donc les associations sont mises en concurrence pour essayer d'avoir des subventions publiques. Donc en fait, la réalité c'est que c'est le copain du président du département qui va donner à son copain qui est président d'une association. C'est ça la réalité. C'est un mensonge et honté. Voilà, la réalité elle est là, elle est nulle part ailleurs, c'est ce que j'ai démontré dans mon livre. Sous des prétextes d'équité, justement, ils ont mis en place ces mises en concurrence, qui en fin de compte fait l'effet inverse de ce qu'on voulait faire, de ce pourquoi on l'a annoncé. Et c'est pour ça que les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'on t'annonce que c'est mieux, mais dans les faits, c'est pire. C'est pire. Ces enfants, enfin, je suis désolée, on va revenir aux adultes après, mais ces enfants, quand ils sont dans des centres dans lesquels ce genre de choses se passe et que justement autour, rien ne bouge, ils deviennent quoi? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un recours ultime pour essayer de les faire sortir de là et de retrouver des conditions de vie, d'hébergement plus sereines, ou vraiment ils sont là et puis elles viennent que pour un, et s'ils retrouvent leur famille c'est bien, et puis... La réalité c'est que c'est bien de savoir que devient un jeune quand il sort d'un parcours institutionnel de l'action sociale. 80%, c'est triste à dire, hein. Alors, je crois que je suis gentil dans les chiffres, ils deviennent ce que j'ai vu après moi quand j'étais éducateur auprès des sans-abri. Ils se retrouvent à la rue. Qui vont finir à la rue. Beaucoup, énormément. Je parle sous tout contrôle, Philippe, mais je crois bien que c'est toujours en vigueur. C'est qu'un gamin qui est petit de nation et qui a 18 ans, tout est fini pour lui. Terminé. Oui, c'est vrai, ils sont tous dehors, sans famille d'accueil. Tu as 18 ans, ils sont soi-disant pouponnés, etc. Et ça rapporte de l'argent aux personnes qui s'en occupent. Mais à partir de 18 ans, c'est la rupture dehors, totale. La rue. Et ensuite, en plus, il faut savoir que les politiques départementales ne sont pas les mêmes d'un département à un autre. C'est ça, donc pas forcément la même réglementation. Il y a une inégalité aussi par rapport à ça. Et il y a des départements où avant il existait un accompagnement entre 18 et 21 ans. Pour leur permettre de faire le lien. Un lien. Aujourd'hui, certains départements l'ont carrément supprimé. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes. En fait, la réalité, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes à la rue, en fait. Et donc, qui sont invisibles. Et qui vont finir par... Parce que dans les invisibles, il n'y a pas que les gens qui sont à la rue. Il y a aussi les gens qui dorment dans leur voiture. Oui, mais qui ont un travail. De squat, tout à fait des travailleurs. Il y a des gens qui ont un logement, mais ils vivent tellement dans la précarité qu'ils vivent la rue. C'est-à-dire ils font la manche, ils côtoient le monde de la rue, mais ils ont un toit.
Donc il y a plein d'invisibles en fait dans cette Oui, société. pas que les gens. Et depuis mon bouquin, je peux vous dire que ça a explosé en fait, ça s'est accéléré. J'aimerais dire que la misère a diminué en France. Non, mais elle explose. Elle explose. Encore plus aujourd'hui avec une inflation. Elle explose et elle se banalise. Totalement. Donc aujourd'hui, un gosse dans la rue qui mendie, ça ne choque plus personne. C'est vrai, ça ne choque plus personne. De voir quelqu'un pieds nus, c'est vrai que ça ne choque plus personne. De voir quelqu'un qui fait un malaise dans la rue, c'est vrai. Je crois que dernièrement, il y a quelqu'un qui est mort dans la rue. Qui était un photographe et qui est resté 7 ou 8 heures sur le trottoir. Oui, c'est vrai qu'avant qu'on se rende compte que tout à fait. Ah ouais, il y a une banalisation de la misère en France qui est assez effrayante. Chacun se recroqueville sur soi-même et comme nos gouvernants ne sont pas là pour impulser un partage commun, les gens, là aussi je comprends, tu t'occupes d'abord de ton frère, de ta femme, de tes enfants, et puis bon, le pauvre mec qui est à côté, je verrai si j'ai encore un peu de temps. Mais c'est le système qui fait ça. Et puis aussi un peu d'argent aussi, parce que les gens perdent en pouvoir d'achat. C'est ce que je suis en train de te dire, les gens se recroquevillent sur eux-mêmes. Tu penses d'abord à sauver ton gamin, avant de t'occuper du mec dehors, parce que tu n'as plus le temps de toute manière, tout est fait pour que tu n'aies pas le temps. Le code du travail est cassé, donc tu n'as plus de sécurité, les hôpitaux n'existent plus, fais très attention à ne pas tomber malade. L'école, je t'en parle même pas, il faut que tu te battes pour que ton gamin soit dans une école correcte. Donc comment tu veux que les gens s'occupent en plus des autres? Donc c'est un bonheur pour saupoudrer un petit peu de survivance sur l'aide sociale, sur l'aide à l'enfance, et puis basta, on ne s'en occupe pas. Et heureusement qu'il y a encore des types comme Philippe pour se lever et te dire stop, ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des cons, il y a des réels problèmes dont il faut s'occuper, parce que sinon de plus en plus ça va être la galère pour tout le monde. Sauf pour quelques-uns. Ouais, comme d'habitude. Enfin, toujours les mêmes, c'est ça. Et d'ailleurs, on parle de problème, tu vas être convoqué devant la justice en 2010. Ouais, alors là, c'est suite à la dénonciation. En fait, il m'arrive donc. Parce que jusqu'au bout, on te. Non, mais de toute façon, encore aujourd'hui, suite à cette restructuration, en fait, qui s'est très mal passée, donc en fait, le discours des dirigeants, c'était de dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans l'association, il n'y a pas d'argent pour les enfants, pour les accompagner. Pour vous donner une idée, les éducateurs, ils voulaient faire une sortie pour aller manger une glace à la plage, il n'y a pas d'argent. Pour vous donner une idée, jusqu'où ça allait. Donc il n'y a pas d'argent. Bon, ils avaient de l'argent pour installer des géolocalisations sur les voitures des éducateurs pour nous surveiller et licencier. Bon, ça a été une étape. Mais je dirais l'étape ultime, c'est après le suicide de mon collègue, où bien sûr il y a une colère quand même des salariés. Un collègue qui s'appelait Fabrice. Fabrice, les collègues se sont quand même révoltés. Pendant 19 jours, on a fait ce qu'on appelle un droit de retrait. Tout à fait. Qui est exceptionnel. Ça a été un record. 19 jours de droit de retrait, ça n'existe pas. Mais là, je me souviens de l'inspecteur du travail qui m'expliquait qu'on était confronté à un mur en fait, de pouvoir et que ça allait être très difficile. Et donc ça, c'est le début de, je dirais, de mon histoire de lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, et pour faire court. Donc je continue à interpeller. Le suicide, ça fait exploser un scandale dans la ville. Ça devient vraiment bouillant, on a l'approche d'élections municipales, ça devient vraiment très très chaud. Et je suis le porte-parole de tout ça. Et puis jusqu'au jour, pour faire un résumé, je reçois un courrier anonyme chez moi. Donc j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ouvre le courrier, je vois un gros pavé, puis je commence à regarder. Je vois des noms, des prénoms, des sommes. Et en fait, je m'aperçois que c'est une comptabilité parallèle qui était cachée en fait dans l'association. Un corbeau t'a donné quelques... Un corbeau m'a il a dit il a peut-être le courage, je sais pas. Et finalement, c'est vrai que quand j'ai regardé ça, je l'ai regardé à 2 fois, je me souviens, je l'ai regardé toute la nuit. Parce que là, je vois tous les privilèges qui sont accordés en fait à des notables du conseil d'administration, à des directeurs, à des politiques. Donc avec le budget de l'association. C'est ça, puis tu parles des salaires aussi. Des salaires à 10 000 € par mois. Voilà, entre 8 et 10 000 € par mois. Voilà, entre 8 et 10 000 € par mois, sachant qu'un moniteur éducateur dans l'action sociale, c'est 1 300, 1 400 € net. Tout va bien. Avec des horaires incroyables. Et je rappelle leur discours, il n'y a pas d'argent. Taxes foncières sur leur bien privé payées. Donc pour vous donner une idée, il y avait un directeur qui habite toujours d'ailleurs dans l'une des villas les plus belles de la plage de Malo-les-Bains. Payé par le contribuable, puisque tout était payé, la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'eau, le gaz, l'électricité, les travaux, enfin bref, tout était payé, le loyer, tout, enfin la totale. En fait, des détournements de fonds publics. Ce qui est scandaleux, c'est ce qu'il vient de dire, il y habite encore. Ah ouais, il y habite encore. Des détournements de fonds publics, des abus de biens sociaux octroyés sous forme de privilèges en fait. Donc salaire, train de vie exorbitant. Donc quand je reçois ce courrier,
Bon, j'ai quand même 2 enfants. Sincèrement, j'ai réfléchi. J'ai dit, connaissant qui je touchais, c'est-à-dire le plus gros cumulard et son système, je me suis dit, je vais quand même, à mon avis, il va être méchant. Et justement, excuse-moi, je te coupe, mais tu en as parlé un peu avec ta femme et tes enfants de ce que tu mes enfants étaient trop petits. Ou avec ta compagne, du moins, de savoir si justement. Tu mélanges pas. Non, mais mes parents, j'ai pas parlé. Oui, mais tu sais, des fois, tu peux justement. Tu protèges en n'en parlant pas. Non, j'ai regardé ça toute une nuit. Le lendemain, j'ai appelé des collègues syndicalistes de l'association, donc je leur ai montré, ils étaient sidérés. Et après j'ai dit il faut faire une assemblée générale de salariés, on va expliquer aux salariés qu'il y a de l'argent. Et puis on va appeler la presse. Donc la presse arrive, l'assemblée générale de salariés, et puis par des faits, donc des choses factuelles, je démontre, voilà. Donc là c'est le scandale dans la ville de Dunkerque, on devient l'emblème des dérives d'un système dans la ville. Puisque en faisant surgir cette corruption dans l'association, en fait ça dépasse largement les murs de l'association. Ça se fait dans d'autres associations, puisque c'est un homme qui décide de tout. Il est même président de l'eau, alors pour vous donner une idée. Donc, il est président de des associations du carnaval de Dunkerque, tout est chapeauté par ses amis. Et donc la gestion est la même. Et malheureusement, je vous dis aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Donc la gestion est la même. Donc si je fais sortir ce scandale dans l'association, ils vont comprendre que ça se fait dans l'association où il est président, ça se fait dans la ville de Dunkerque, ça se fait dans la communauté urbaine de Dunkerque, ça se fait partout en fait. Et les gens, justement les Dunkerquois, t'ont soutenu quand ils ont commencé à comprendre qu'il y avait des choses pas très claires qui se passaient j'ai quand même, il y a toujours des... Ouais, j'étais devenu un peu une populaire figure, quoi. Mais les gens te faisaient confiance. Des fois je me balade encore avec mon fils, des fois ça m'arrive, on m'interpelle, ça arrive encore. Hein. Mais oui, il y a ça, ce côté-là. Mais en fait, la réalité des faits, c'est quand on dénonce un système corrompu, on se retourne, il n'y a plus grand monde. La réalité des faits, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en dénonçant la corruption, je la touchais à tous les niveaux, en fait, mais dans tous les domaines. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire à tous les niveaux, ça va du petit salarié de l'association qui avait droit au petit véhicule de service pour rentrer à sa maison ou partir en vacances, forcément ça va le déranger. Ça va le déranger. À celui qui est tout en haut qui gagnait par exemple 10 000 € par mois. Par exemple. Et puis aussi tu parles, excuse-moi ça. Et au maire de la ville et à tous ses copains qui vivent de privilèges. Tu parles au bout d'un moment, je ne sais plus de qui au juste, pardonne-moi, mais tu parles de quelqu'un qui touche le RSA et qui roule en Ferrari. Oui, ça c'est. Alors ça c'est. Alors moi ça c'est pour démontrer le système. Je n'ai jamais vu ça ailleurs qu'à Dunkerque. Ouais, c'est Dunkerque. D'ailleurs, à Dunkerque, on a fait la série Baron Noir, c'est peut-être pas pour rien. D'accord. Tout s'explique. Tout s'explique. Non, en fait, ça c'était pour expliquer un peu le système. C'est-à-dire que, voilà aussi, c'est quelqu'un qui travaillait en fait, qui avait du RSA, qui avait à côté l'entreprise, mais qui était au nom de sa maman. Sa maman qui travaillait dans l'association du maire de la ville. Oui, donc tout le système qui tourne autour. C'est une petite famille en fait. Ouais, on a même on avait le président d'un bailleur public qui a été pris pour détournement aussi de fonds, c'est-à-dire qu'il octroyait les beaux terrains avec le maire de la ville pour des constructions de bâtiments. Donc il demandait s'ils voulaient le chantier, les mecs qui voulaient les entreprises qui voulaient le chantier, ils donnaient des sous-tables et tous les sous-tables ils servaient à quoi? Ça arrivait, qui servait sûrement à financer des campagnes électorales, par exemple. Par exemple. Donc, voilà, ça tourne. C'est toujours le système qui tourne. Et en fait, que quand j'ai dénoncé cette corruption publiquement, en fait, ça mettait en évidence quand même le système de l'ancien maire de la ville à Dunkerque. Ça lui a mis quand même un gros coup, puisqu'il n'a pas été réélu. Oui, en 2014. Il n'a pas été réélu en 2014. Il saute. Le fameux cumul des mandats et son système. Mais jusque-là, il s'est bien accroché, il a eu le temps de pourrir la vie. Carrément. Donc, quand j'ai dénoncé la corruption, effectivement, arrive, je dirais que moi je suis un citoyen ordinaire en fait, mais quand on devient lanceur d'alerte, on rencontre des histoires extraordinaires en fait. Oui, c'est un peu ça. Et en fait, je m'aperçois c'est quoi le pouvoir quand il a décidé de vous briser quoi. De casser. Et donc ça a été très vite en fait. Je dénonce la corruption. 15 jours après, je suis appelé par le procureur de la République en fait. Et tu vas faire même de la garde à vue? Ah ouais, moi j'ai tout fait moi. Donc je suis appelé par le procureur de la République, qui d'ailleurs par la suite c'est un procureur qui sera condamné d'ailleurs.
Donc il m'a appelé pour... en gros, c'était moi qui étais violent dans mon association. Oui, j'avais été violent dans un conseil municipal. Puis il y a eu une altercation aussi dans un foyer avec un plus jeune et déjà là on commence à te... Donc enfin ils essayent de trouver des histoires qui tiennent pas la route. Mais en fait il faut quand même monter de fausses des preuves. Documents, ils montent des fausses preuves, ils ont des faux témoignages, ils s'amusent en fait. Mais pendant ce temps c'est quand même toi qui prends, c'est ça. Quand j'ai dénoncé la corruption, c'est simple, en 3-4 mois, je suis devenu le délinquant le plus primé de Dunkerque. J'ai eu à peu près 7 convocations de police, dont une à 1h du matin, elle était pas mal celle-là. Elle est illégale mais ils l'ont fait, donc j'ai quand même été. Et c'était quand même folklorique, je pense qu'ils voulaient me pousser à bout. J'ai eu 7 convocations au tribunal. Bon, j'ai été relaxé de toutes les affaires, mais il faut passer par ce chemin quand même. Parce que ta première garde à vue, elle est, pardonne-moi, 36 heures. Et elle est en quelle année? En 2013. 2013 Ouais, 2013, ouais. Donc là, on m'accuse d'avoir volé une personne à la rue. Donc moi qui aidais les gens dans la rue, c'est moi qui deviens le voleur. Moi qui dénonce les corruptions, c'est moi le corrompu. On dit que tu as volé une carte bleue. Voilà, j'ai volé une carte bleue, j'ai volé un sans-abri qui malheureusement est mort en plus. J'ai vraiment pas de chance. Oui, mais bon, finalement, ça a été un mal pour un bien ça. Parce que finalement, je passe devant le tribunal, je passe devant la justice, et puis les juges sont tellement peinés qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien en fait, quoi. Que le procureur a tout monté, qu'il a eu entre deux sa mutation, le procureur. En fait, il m'a pas affronté le procureur de la République. Il a envoyé le substitut, et c'est parti. Donc j'étais un peu déçu parce que je voulais l'affronter. Mais malheureusement, bon, j'ai quand même ouvert ma bouche au tribunal sur toute l'histoire, avec des avocats. Et puis j'ai heureusement relaxé de tout, mais il y a d'autres lanceurs d'alerte d'ailleurs qui n'ont pas eu cette chance. Qui n'ont pas eu cette chance. Parce qu'en plus tu parles effectivement, tu t'expliques qu'en décembre 2012, les serrures du bureau vont être forcées, on va cambrioler la maison relais, ils vont piquer des dossiers, donc c'est... je dénonce la corruption. Autant de choses que tu n'as plus justement pour montrer ce qui ne va pas. C'est clair. Je dénonce la corruption, un jour je vais à mon travail, donc dans la maison relais que j'ai créée avec Danny Good d'ailleurs, je vais pour aller à mon travail. Ils ont changé les verrous de mon bureau. Je peux plus accéder à mon travail. Voilà les pressions que j'ai subies. Le harcèlement, alors n'en parlons pas. Puis bon, les pressions politiques, financières et justice qui ont été énormes. Et je veux dire, pour un lanceur d'alerte, pour moi, lanceur d'alerte, c'est vraiment prendre des risques, ok, mais il faut savoir le tunnel dans lequel on va passer, quoi. Parce que si on s'attaque, en fait, plus l'alerte touche du pouvoir politique, plus les répressions seront fortes en fait. Et moi je pense que quand on devient lanceur d'alerte, ce que j'aimerais c'est que les citoyens prennent conscience qu'on a besoin de soutien en fait. Oui. Parce qu'on n'a aucun intérêt à devenir demain un lanceur d'alerte. Moi je ne suis pas né lanceur d'alerte, hein, je suis devenu. J'ai pas gagné d'intérêt à dénoncer une corruption, un système, etc. C'est parce que l'injustice je peux pas la supporter. Et donc, ce qui est important aux citoyens, c'est de se dire, si vous connaissez un lanceur d'alerte demain, et dans votre quartier, dans votre ville ou dans votre région ou ailleurs, surtout il faut le soutenir parce qu'un lanceur d'alerte, on fait tout pour l'isoler. On fait tout pour lui pourrir la vie. S'il peut se suicider, c'est très bien. On fait tout pour le discréditer. Enfin bref, il faut savoir que quand on devient lanceur d'alerte, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie privée, tout explose. C'est vraiment un sacrifice énorme. Moi aujourd'hui, donc après toute cette histoire de corruption, etc., déjà j'ai déposé plainte. Moi-même contre les gens qui ont abusé de leur pouvoir pour harcèlement moral. Je devais passer au mois de mai, ça a été repoussé au mois de janvier. 8 mois plus tard, alors ça fait quand même 4-5 ans que j'avais déposé plainte. L'affaire de corruption, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, ça fait 10 ans. Oui, c'est toujours pas... Soutenu en partie civile par l'association Anticorps, on attend toujours. Il y a une chape de plomb sur cette histoire. Apparemment, ça ne veut pas sortir. L'affaire du suicide de mon collègue pour homicide involontaire, 10 ans plus tard. Toujours rien. Toujours rien, alors la justice a quand même tout dans les mains. Donc, on voit bien la chape de plomb qu'il y a sur ces affaires, mais surtout le pouvoir que j'ai touché dans ma ville. C'était assez fort pour quand même donner un niveau. Un conseiller de l'Élysée était venu dans la ville de Dunkerque pour essayer de me calmer un petit peu. Puis on t'envoie même les RG de François Hollande. Ouais. Parce qu'en décembre 2013,
Pardon ? Mais quand on est lanceur d'alerte, les RG, c'est à vie. Non mais bien sûr, mais je veux dire, on est le 23 décembre, le foyer a ouvert parce que avec des températures négatives, on décide de bien vouloir loger les gens. Donc les SDF rentrent dans le foyer, mais le lendemain, les températures sont plus négatives et ils veulent dégager tout le monde. Donc ils viennent te voir, ils te demandent ton aide et tu fais en sorte que ces personnes restent au chaud. À l'abri. Raison de plus, on est en période de Noël, enfin, il est hors de question que ces personnes soient à la rue et rien à faire, personne ne veut te suivre parce que plus haut, ça n'a pas été signé. C'est pas grave, tu lâches pas l'affaire, vous sortez du foyer mais vous restez devant. Là, tu as une visite un peu impromptue des RG qui te demande si finalement tu ne veux pas essayer de discuter avec le sous-préfet, chose que tu vas réussir à faire dans la nuit. Grâce à lui, je crois qu'il arrive à faire en sorte que le foyer reste ouvert. C'est ça. Mais t'es une teigne, tu lâches pas le morceau. C'est-à-dire que malgré tout toutes les pressions qu'on te met, tu fais ton job jusqu'au bout, tu restes avec eux et tu lâches pas. Ouais, mais c'est ce qu'on me dit et de toute façon dans tout mon parcours, encore aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à mes enfants. C'est que voilà, il faut dans la vie, quand on a un objectif, on pense qu'il est juste. Que ce soit pour sa vie professionnelle ou défendre quelque chose pour un intérêt général, parce que lanceur d'alerte, c'est ça, j'ai dénoncé des délits qui allaient à l'encontre de l'intérêt général en fait, donc moi je ne pouvais pas accepter que des détournements de fonds publics soient exercés dans mon association et peut-être dans cette ville et qui va à l'encontre des enfants de la protection de l'enfance ou des personnes sans abri ou des éducateurs même qui sont là pour accompagner ces jeunes et qui n'ont pas de moyens. Donc l'argent n'est pas dans les bonnes poches, donc ça c'est l'argent du contribuable, je rappelle, nos impôts. Donc non, ça c'était pas acceptable. Donc moi je pense que quand on est déterminé, on peut soulever des montagnes. Mais c'est vrai, à quel prix là, quand il s'agit de sortir les gens de la rue. Les gens de la rue, etc. Mais c'est vrai que le prix, on le paye. Mais après ça reste que moi, encore au jour d'aujourd'hui, quelque chose que je regrette en rien d'avoir fait. Aujourd'hui dans ma ville, les gens ils rasent le mur, enfin ceux qui sont dans le pouvoir ils rasent plutôt le mur quand ils me voient, même le maire actuel là, de la ville. Justement, comment le nouveau maire que je connais, comment est-il par rapport à l'ancienne équipe? Tu vois des choses un peu évoluer ou vraiment pour toi c'est toujours... Moi ce que je regarde c'est dans le système institutionnel et démocratique dans la ville. Il a été élu sur un espoir. Les gens ne voulaient plus de cumul des mandats. Parce que ça me rappelle. Non, ça me rappelle 2017, il y a un mec qui devait tout changer. C'est un nouveau monde. On a vraiment la même chose. Il y a les promesses et les actes. Il a été élu sur le fait d'un ras-le-bol politique de la ville, c'est-à-dire un cumul des mandats exorbitants. Et puis un ras-le-bol de la ville. Donc moi, celui qui est devenu le futur maire de Dunkerque, je le connaissais très bien en fait. Oui, parce qu'en plus, il t'a incité, toi, à te présenter dans des élections du Parti Socialiste. Mais c'était aussi une main tendue, ça t'a permis de pouvoir prendre la parole et surtout de commencer à frayer dans ce milieu politique que tu connaissais de l'extérieur et tu t'es dit, tiens, je vais m'en servir. Tout à fait. Moi, je suis arrivé dans le milieu politique pour aider sur la question des sans-abri. Je me suis dit, tiens, je vais aller dans le parti où est le maire de la ville. Et peut-être qu'en m'exprimant dans ce parti, ça va faire bouger les choses en fait. Mais en fait, ça faisait peur et j'ai connu en fait celui qui deviendra en 2014 le maire de Dunkerque. Je l'ai connu en 2005 dans le périple du Parti Socialiste. Et lui, il m'a poussé à me présenter pour être élu à la Fédération du Nord. Et moi, je l'ai poussé pour se présenter en face du maire de l'ancien maire de Dunkerque. Il a été élu en 2014 avec un espoir. C'est-à-dire la fin du cumul des mandats, mais surtout un espoir démocratique dans la ville. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est qu'aujourd'hui, là, on prend les mêmes et on recommence quoi. C'est-à-dire on prend finalement l'espoir est vite devenu un désespoir. Et le système, alors, je dirais qu'avant le maire de la ville avait le cumul des mandats. Aujourd'hui, lui, il a le cumul des partis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition dans la ville, plus du tout.
Ah, on laisse vivre le Front National. Hein. Parce que j'allais te demander justement. Bah, si, on le laisse vivre, hein, on le laisse vivre tranquille. Et puis, bah, alors, il n'y a plus du tout de parti politique dans la ville de Dunkerque. Il n'y a plus que lui, en fait. Et le système, c'est on remet les copains, les copines dans les associations culturelles, actions sociales, carnavalesques, puisque le carnaval de Dunkerque, c'est un sacro-saint. Et on met même des anciens de l'équipe de l'ancien maire, en fait. Donc, en fait, on se retrouve avec la même caste, parce que c'est une caste, en fait, hein. Les mêmes pouvoirs, les mêmes notables. Enfin bref, on retrouve la même chose, mais pas pareil. On retrouve la même sauce. Pas pareil, mais je dirais malheureusement peut-être en pire parce que vous n'avez même plus d'opposition politique, vous n'avez plus rien. Les gens changent, mais le système reste. Le système reste. Ça, parce que le système est tellement bon, et tellement lucratif, bah oui, et tellement gratifiant. Craquer, que pourquoi tu veux que les gens changent? C'est très très dur aussi quand tu montes au pouvoir de rester entre guillemets honnête. Parce que tout ce qu'on t'offre est tellement important. Mais moi, je l'ai vécu. C'est ça, j'allais te demander. Est-ce que selon toi, il s'est laissé happer, déborder, ou est-ce que c'était quelque chose, peut-être pas de prémédité, mais il avait peut-être déjà dans un coin de sa tête sa façon à lui de faire de la politique et à Dunkerque, enfin, moi je sais pas s'il est dans les autres villes. On m'a demandé moi de me présenter là, les dernières élections députés. Hein. Il y a plein qui m'ont demandé, hein, parce que je suis connu à Dunkerque, etc. Donc voilà. Et mais pas... tel que le système est aujourd'hui institutionnel, pour moi ça ne va pas servir à grand chose. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à Dunkerque, je vais parler de Dunkerque, mais je pense que dans d'autres villes c'est la même chose. En fait, déjà pour être élu maire, il faut déjà un soutien. Oui, tout à fait. Financier. Ben oui. Déjà. Ensuite, il faut, je vous dis, Dunkerque est la deuxième ville la plus franc-maçonne de France. On n'est pas une grande ville. On est combien d'habitants Dunkerque avec son agglomération, 250 000, je crois, un côté comme ça. Hors agglomération, on tourne à 80 000, un peu plus. Dunkerque, c'est une ville qui perd énormément d'habitants, en fait. Tout le monde fuit Dunkerque. Donc, le système est fermé, est très sclérosé. Hein. Et donc, je pense qu'une fois élu maire, il a dû être élu maire avec le système des soutiens financiers et, je dirais, de la caste dunkerquoise. Et donc, à partir de là... on l'a tenu d'une façon ou d'une autre. Et après, idéologiquement, je dirais politiquement, c'est le genre de personnage qui, pour vous donner une idée, en 2005, il est contre la Constitution européenne. Oui. Voilà. En 2011, il soutient Martine Aubry et il est pour les 35 heures, je vous donne un exemple. Hein. Et en 2014, en 2022, aujourd'hui, il est à fond Macron. Hein. Donc l'hôpital public et tout le tralala, défoncé, ça ne dérange pas. Donc vous voyez, il suit le sens du vent. Le grand écart, il est super élargi. Mais bon, je regrette pas non plus de l'avoir connu et qu'il ait été élu maire parce que c'était un espoir dans la ville. Et puis tu as soufflé cette idée quand même de te présenter qui t'a permis, n'empêche, de côtoyer, mais moi j'ai côtoyé. Mais vous savez, moi le métier, en fait, moi c'est mon métier, ma passion auprès des sans-abri qui m'a amené dans des milieux incroyables. En fait. Moi je voulais vraiment qu'on ait les sans-abri, donc ça m'a amené à connaître le monde médiatique, ça m'a amené à connaître le monde politique, ça m'a amené à connaître le monde artistique. Du showbiz, même du sport. Donc je veux dire, non, je m'attendais pas à tout ça, franchement. À voir ce genre de choses. Non, franchement, je suivais mon chemin. J'étais pris dans mon obsession de créer une ou des maisons pour les sans-abri. Donc après, qui venait à mes côtés, je ne savais pas. C'est des rencontres. Et puis ce monde-là, ça m'a donné une sacrée expérience en fait. Ça m'a donné un enrichissement. Oui, puis t'en as fait un. Et ça m'a créé des réseaux. Un réseau, puis du coup, t'as changé de métier, ça t'a... Enfin, j'ai été obligé de changer de métier. C'est ça moi, ma passion, c'est la question. Dommage, après les sans-abri, je repars, il n'y a pas de problème. Mais tu as toujours été dans l'association, il me semble. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Je suis toujours dans l'association. C'est-à-dire, en résumé, tous ceux qui étaient avant dans l'association, on va dire ceux qui étaient corrompus, ils ne sont plus là. Hein, ils sont tous partis. Politiquement, c'est vraiment trop dangereux. Moi, j'y suis toujours encore aujourd'hui. Et encore plus, je partirai en tout cas jamais de cette association tant qu'on ne va pas reconnaître mon harcèlement qu'ils m'ont fait subir. Ça, c'est quelque chose que je m'y tiens. Et sur la question aussi du suicide de mon collègue et des dossiers de corruption. C'est ça, parce que tu parles du suicide de Fabrice, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, du harcèlement moral. T'as vraiment mangé ta part de vache enragée pendant ces... Et donc aujourd'hui je suis dans cette association, mais quelque part politiquement, alors extérieurement à l'association même, je dérange toujours.
Le jour où vous devenez lanceur d'alerte, ça y est, vous dérangez tout le temps. T'es mort. Voilà, de toute façon, ce que tu le sais, tu le sauras tout le temps. Tu peux la preuve aujourd'hui, tu peux ceux que tu dénonces sont tu peux contre continuer toi, à dénoncer. et ceux qui pourraient t'aider, oh là, je prends pas ce mec-là parce que si un jour il découvre quelque chose contre moi, il va me rentrer dedans aussi. Donc c'est très difficile. Il y a un problème d'employabilité. Par exemple, moi demain, je suis plus salarié de cette association à Dunkerque. En tout cas, je sais qu'à Dunkerque, c'est mort. Voire le nord de la France même. Ton cas me fait penser beaucoup à celui de Stéphanie Gibaud. Oui. Ouais, c'est exactement pareil. Mais tous, on est tous pareils. Yasmina qui a dénoncé les perversions du système de Nestlé. Ils l'ont mis 10 ans, ils ont essayé de la mettre 10 ans en asile psychiatrique. Françoise Nicolas, qu'on a essayé d'assassiner, qui lance les alertes. Et pire, ils lui ont donné à Françoise Nicolas, ils lui ont dit qu'elle avait raison, entre guillemets, hein, et ils l'ont quand même mis à la retraite d'office. Donc même si quelque part ce que tu fais c'est prouvé, l'État, les dirigeants s'arrangent pour te coincer et te bouffer. Et c'est très très dur de rebondir. Il faut une force de caractère énorme. C'est vrai qu'il te tue mentalement. Tout le système est vérolé. L'article 40 te dit que si tu dénonces pas, tu peux être accusé. T'es complice, c'est ça, mais quand tu dénonces... Mais si tu dénonces, tu te fais assassiner. Donc des deux côtés du système, la loi sur les lanceurs d'alerte est une honte en France. On nous raconte partout qu'elle est géniale. Peux-tu nous la rappeler d'ailleurs? Mais je veux te la raconter, c'est simplement une loi qui est faite pour protéger les lanceurs d'alerte, et en fin de compte, elle ne les protège pas du tout. Je vais te donner un exemple. Avant, un lanceur d'alerte, il était viré. Ok, ça c'était pas bien, d'accord? Maintenant, avec la nouvelle loi, le patron est obligé de le garder. C'est génial. Le mec, il est lanceur d'alerte. Plus personne ne veut lui parler. On le met dans un bureau. Il a juste un téléphone, et encore quand il a le téléphone, mais le patron n'a pas le droit de le virer. C'est génial. On continue à le discréditer. Et plus personne ne te parle, etc. Les mecs deviennent fous. Et si tu t'en vas, c'est de ta faute. Donc la loi sur les lanceurs d'alerte, elle est complètement dévoyée. Aujourd'hui, être lanceur d'alerte, et j'en connais quelques-uns, c'est un sacerdoce, c'est un truc de fou. Et Philippe le disait très bien. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une banalisation du lanceur d'alerte. Il y a celui aussi qui, parce qu'il y a un détournement de trombone à la préfecture, devient un lanceur d'alerte. Et le mec, il se bat parce que détourner des trombones, les fournitures, ça coûte un bras aussi. Mais dans la banalisation du lanceur d'alerte, il y a des vrais lanceurs d'alerte que je connais, etc., et que je défends, qui sont dans une panade pas possible parce que personne ne les écoute. Et comme je te disais tout à l'heure, l'ensemble des gens aujourd'hui se recroquevillent sur eux-mêmes, ça devient de plus en plus difficile. Mais officiellement, on te dit qu'il faut le faire. Officiellement, à la télé, on t'annonce qu'on aide les lanceurs d'alerte, qu'il faut dénoncer la corruption. Mais dans la réalité des faits, il y a de plus en plus de corruption. Je pèse mes mots. Il y a de plus en plus de corruption. L'association de Dunkerque, c'est un bon exemple. Mais ça s'étend partout. L'atmosphère aujourd'hui copain-coquin est en train de se répandre comme une pieuvre mafieuse. Je pèse mes mots. Une pieuvre mafieuse. Et on est très très peu à lever la main en disant ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des cons. Parce qu'en plus, les gens cooptent. Philippe le disait. C'est très très difficile d'être courageux. Parce que tout est fait pour que l'ensemble des gens soient de moins en moins courageux. De moins en moins. Parce que si tu bouges, t'es mort. Et en plus, le système est de plus en plus vérolé aujourd'hui. Parce que, je ne vais pas revenir, mais on t'oblige à rien. Tu n'es pas obligé de te faire vacciner. Mais tu n'as plus de travail, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de vie sociale, mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de dénoncer. Et si tu le fais, c'est toi-même qui l'as voulu après tout. Hein. C'est ta faute. Et en fin de compte, on fait de victimes des coupables. Et c'est très bien. Et moi, je suis très très fier d'avoir participé à la parution de ce livre. Et d'ailleurs, je conseille à tous les gens de l'acheter. Parce que grâce à des gens comme Philippe, il y a des choses qui bougent. Sauf que comme il n'accède plus aux médias, parce que là aussi, il faut en parler. Des médias, il n'y en a plus qui vous font parler de ce genre de choses. Donc la seule façon, c'est ça, achetez-le. Montrez à tous ces gens-là qu'ils ont tort. Montrez que les invisibles, ça ne marche plus. Et qu'on va rendre visible toute cette invisibilité qu'on nous impose. Je dis bien qu'on nous impose. Mais comme il disait à juste titre Philippe, c'est vrai que le lanceur d'alerte, quand on devient lanceur d'alerte, il y a le parcours, une menace de mort. Moi j'ai eu des menaces de mort par exemple. Oui, j'ai dénoncé la corruption. C'est pour ça que je te parlais. 2 fois des menaces de mort par lettre anonyme. J'ai eu des menaces un peu physiques. Et donc, puis quand on a une famille, c'est un peu lourd. Donc c'est vrai que c'est un parcours dangereux, mais on dit que des fois on est un peu des sentinelles de la démocratie. C'est parce que en fait si personne ne le fait, il faut bien.
Il faut bien que quelqu'un le fasse à un moment donné. J'étais passionné. J'étais passionné, donc pour moi ça me paraissait logique de le faire. Même, je dirais que c'est bien parce qu'on voit quand même aussi les systèmes, comment ils fonctionnent. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, les gens qui m'ont connu dans ce parcours et qui ont lu mon livre par exemple, ils se rendent compte de en fait, le système, les liens qui existent entre le lien institutionnel de l'action sociale, le monde politique, les finances publiques, comment sont constitués des conseils d'administration. Les gens ils étaient éloignés de tout ça, même un simple éducateur qui est à l'association, lui fait son boulot, il rentre chez lui, terminé. Maintenant il s'intéresse à ça. Donc ça ouvre des consciences, ça éveille des consciences. Ça c'est vachement important. Après moi la meilleure protection pour les lanceurs d'alerte, moi je le redis, c'est les citoyens. C'est les citoyens, parce qu'il y a des citoyens, quand vous dénoncez des systèmes, comme je vous ai dit, il y en a, vous allez être victime de trahison, il y en a, c'était vos amis, ils deviennent vos ennemis. Il y en a, ils ne veulent pas reconnaître le courage que vous avez eu, peut-être parce qu'ils ne l'ont pas eux-mêmes et qu'on est une sorte de miroir de leur faiblesse en fait, mais en fait ils vont partir dans la machine à vous discréditer. Donc en fait, tout s'effondre en fait autour de vous, pratiquement tout. Alors sur quoi se raccrocher? Pour un lanceur d'alerte, ce qui doit se raccrocher, c'est déjà il ne doit pas être seul. Déjà c'est primordial, autrement s'il est seul, il est massacré. Okay. Moi j'avais quand même un parcours bien avant, et notamment avec la question des sans-abri, la question des réseaux, notamment je parlais de Danilo, etc. Mais il y avait quand même un réseau, une notoriété, donc il se méfie un petit peu. Mais il y a la famille aussi qui est hyper importante. C'est ça. La famille et puis les amis, des amis fidèles. Donc heureusement qu'ils étaient là, parce qu'autrement je peux vous dire que on tombe dans un puits sans fond. Et d'ailleurs, tu en as fait ton nouveau métier, parce qu'aujourd'hui, tu es préparateur mental. On m'a. Et tu es plutôt bien placé pour préparer les gens mentalement. Mais c'est vrai, à l'époque, mais en fait, c'est venu d'un ancien entraîneur de foot qui m'avait donné cette idée, en fait. D'accord. Et tu t'es dit que c'était le bon moment. Je savais pas on pouvait en faire un métier, en fait. Et puis voilà, donc j'ai fait cette formation. Et puis, en fait, j'ai proposé à l'association, puisque j'y suis toujours, de faire un service pour les enfants, en fait, de relaxation. Donc il fonctionne, mais il y a, comme je vous dis, il y a l'étiquette lanceur d'alerte. Donc il y a encore des gens qui sont dans l'association qui feront tout pour que ce service ne fonctionne pas en fait. Puisque tu as cette étiquette et que toi aujourd'hui justement tu as cette formation de préparateur mental, je sais peut-être une question un peu naïve que je vais te poser, mais pourquoi ne pas essayer de préparer justement les lanceurs d'alerte mentalement, enfin de lancer quelque chose qui... Tu peux pas. Ah ouais. Non, c'est quelque chose qui... C'est naïf, hein, mais... Non, c'est impossible. Ils ont essayé de monter une maison des lanceurs d'alerte. À Paris. À Paris. D'accord. Elle est devenue que juridique. Oui, on est allé encore. Elle est devenue juridique. Mais après, lanceur d'alerte, c'est quelque chose qui tombe sur la tête en fait. Oui, c'est vrai aussi. Ça te tombe sur la tête. Tu ne te prépares pas à devenir lanceur d'alerte. Tu ne te prépares pas à devenir lanceur d'alerte. Non, tout à fait, mais tu peux. Tu peux accompagner les gens qui le deviennent par la force des choses. Et tu peux pas, parce que déjà, lanceur d'alerte, il faut déjà savoir si c'est vraiment un lanceur d'alerte, ce que ça va. C'est un parcours. Et c'est un parcours individuel, c'est juste la conscience de la personne. Parce que tu as des lanceurs d'alerte pendant 15 secondes, hein. Puis dès que ça commence à souffler, les gens ils se barrent. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas simple. Le problème, c'est que rien n'est fait pour aider les lanceurs d'alerte. Rien n'est fait. Alors, je te coupe 2 secondes, mais tu me permets que je prenne ta BD parce que tu es venu aussi avec la bande dessinée. Et alors là, on raconte un peu ton parcours. Plusieurs parcours, ouais, dont le mien. Plusieurs parcours de plusieurs lanceurs d'alerte. C'est ça, ouais. Alors, peux-tu nous dire justement quels sont les lanceurs d'alerte qu'on retrouve Alors, on retrouve une lanceuse d'alerte qui a dénoncé le problème du médicament, la Dépakine. D'accord. On retrouve un lanceur d'alerte qui a dénoncé des actes de violence et de racisme dans un commissariat. Donc voilà, on retrouve un autre lanceur d'alerte qui a dénoncé la pollution chimique, les déversements chimiques d'Arcelor. Qui a payé très très cher. Qui a payé très cher aussi. Donc il y a plusieurs histoires qui sont toutes intéressantes. Et en fait, on a tous le même destin quand même. C'est qu'on a tous traversé un chemin terrifiant. Et très peu par contre on rebondit quoi. C'est très peu. Qui vient de retrouver tout juste du travail. Vous entraidez entre vous? Ouais, on a quelques liens, mais... Moralement, est-ce que ça fait du bien aussi peut-être parfois de savoir qu'on n'est pas tout seul? C'est toujours bien de se rencontrer, de voir qu'il y a des citoyens qui sont là et qui osent. Hein. Mais en fait, cette bande dessinée, elle a été donc réalisée par Flore Talamon et Bruno Lotte. Et donc ils ont fait 8 parcours, dont le mien, qu'on retrouve dans le livre Les Invisibles en fait. Et c'est marrant parce qu'on se voit,
c'est scénarisé en fait, donc comme c'est dessiné en plus, c'est notre façon de découvrir le parcours des invisibles dans ce livre. Bah écoute, je suis ravie qu'on ait pu te recevoir aujourd'hui au bout de tout ce temps, vraiment, d'avoir pu te laisser la parole. Tu le vois, moi j'étais assez terrifiée par l'idée de te recevoir, pas parce que je te recevais, entendons-nous bien, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne savais pas du tout par quel bout prendre cet entretien. Et heureusement que tu es toi, parce que tu parles assez facilement. Bah oui, mais en fait, quand vous terminez le livre, il est fini, mais en fait, l'histoire n'est pas finie. C'est ça. Puisque les dossiers au tribunal ne sont toujours pas passés. On va peut-être faire un tome 2 finalement. J'allais y venir, j'allais te demander si l'écriture était un exercice que tu souhaitais poursuivre. Moi, j'aime bien écrire. Et continuer. Bon, il y a Philippe qui guide. C'est plutôt un bon guide. Ouais, c'est un bon guide. Et si tu comptais justement y mettre un point final, raconter un peu comment s'est terminée cette histoire avec... Tant qu'il y aura de l'injustice, il n'y a pas de point final. Ben, c'est ça, ouais. Eh ben, c'est le beau point final. T'acceptes ça comme J'accepte ça, et puis on sait très bien que, enfin pour moi, et je trouve que ça le confirme quand on regarde un petit peu comment fonctionne aujourd'hui, peut-être plus encore aujourd'hui, je dirais, notre pays, c'est que pour moi le problème numéro 1 de notre démocratie française, c'est la corruption. C'est l'argent, toujours l'argent. La corruption, les pouvoirs, hein, ça c'est sûr. Et le sexe. Ça je sais pas. C'est les 3 règles. Et donc pour moi le point final est toujours pas donc il y a des chances qu'on te reçoive pour le prochain livre alors. Peut-être, ouais. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous quand je serai passé au tribunal. Ça marche. Et ben je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi.